tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne avec 10-12 le Zénith pour cette nouvelle semaine. Surtout, très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Cameroun et du monde entier qui nous regardent véritablement. Et surtout, profitez de cette journée qui se veut en même temps magnifique pour beaucoup d'entre vous après ce mois de Ramadan ou ce mois de jeûne. On va également le dire, nous étions hier dans la 136e édition de la fête du travail et bon nombre de Camerounais ou encore bon nombre d'entreprises ont choisi de célébrer cette journée aux côtés des employés, mais surtout comment retenir cette ambiance, ou du moins que retenir cette ambiance d'hier dans les villes du Cameroun et le retour en entreprise ce matin pour beaucoup aussi et pour demain, on va le rappeler, nous sommes aujourd'hui un jour férié, Madame Méchon en parlera certainement ce matin, mais rappelez simplement qu'il y a aujourd'hui au Cameroun environ 21 départements, voilà, aujourd'hui, qui sont concernés par une mesure du ministre Henri Yébéa ici, dans lesquelles on ne devrait plus vendre des terres. Notamment, il s'agit ici de la Lekié, de la Mofou et à Famba, la Mofou et à Kono, le Mbam Inubu, le Mbam et le Mbamekim, le Lom et Djerem, le Djaïlebo, la vallée d'Untem, le Séyan, la Mvila, la Sanaga Maritime, le Mungo, l'Onkam, la Haute-Sanaga, le Noun, la Benoué, le Fako, la Mezam, le Mayo, Bagno, la Vinam et le Vouri. Voilà. Ces 21 départements aujourd'hui qui sont considérés comme étant des départements où il y a de très graves problèmes fonciers au Cameroun. Comment comprend cette mesure d'Henri Yébéa ici? Bienvenue à vous ce matin. Donna Brice Kamga nous retrouve pour cette nouvelle semaine. Jeu de chaises simplement. Donna Brice, bonjour à vous et bienvenue simplement sur les émissions. Bonjour à nos téléspectateurs. Je salue fraternellement l'archevêque métropolitain de Bamenda, qui est désormais le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il a été élu ce week-end. C'est bien Monseigneur André Foigna Nkea qui a désormais la charge de conduire l'église catholique, une église qu'on souhaite plus proche, plus présente sur les questions d'ordre social au Cameroun. Merci infiniment. Juste à vos côtés, Isabelle Carozopet nous retrouve. Bonne fête, madame. Bienvenue ce matin. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à tous ceux qui regardent le programme ce matin. Quand on avait dit sur ces antennes que 300 000 francs de ration, voilà, on m'a traité de tous les noms. Mais on se rend bien compte que ça commence à être insuffisant même. À l'allure où vont les choses. Il faut rajouter, il faut en mettre 200, c'est ça? 300 000 francs de ration. D'accord, bon retour à vous. C'était bien les congés. Ajoutez que le SMIC c'est 36 000. C'était bien les congés et puis on vous retrouve... Et que le kilo de viande est à 4 000 francs, donc on comprend que même avec 10 000 francs par jour, ça devient bien compliqué de pouvoir remplir une marmite. Très bien. Vous allez décoyer les célibataires. Beaucoup de courage aux ménagères. Bonbon Bengan, juste à côté de votre fille aussi, hein. Bon retour. Merci, Monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. La première chose, la République du Cameroun a décidé de me réintégrer dans la civilisation. Depuis une semaine, on m'a remis ma carte nationale d'identité que je n'avais plus depuis le 20 mars 2020. Mais sauf qu'ils m'ont fait une faveur, entre guillemets. Ils m'ont ajouté une année. Donc ils l'ont établi en mai 2021, le 12 mai 2021. Donc une année, parmi les 2 ans qu'ils ont bouffé, ils m'ont accordé encore. Bon, merci. Mais j'apprécie quand même la célérité avec laquelle on l'a établi. 2 ans, voilà. C'est une célérité. Soyez gentil. Au délégué général à la Sûreté nationale, merci. Avec la célérité avec laquelle vous avez établi ma carte nationale d'identité. 2 ans, c'est bon. Voilà, c'est bien. C'est bien. Vous qui établissez le passeport là en 2 jours, vraiment. Vous pliez de quoi? Il y en a qui veulent ça, qui n'en ont même pas. Voilà. Allez, Joradine Mafo, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, très heureuse de retrouver tous les téléspectateurs de ce programme. Voilà, il y a beaucoup de bonheur à être sur ce plateau à chaque fois, donc c'est un plaisir. Et ce matin, pour rejoindre un peu la parole d'Isabelle Carole, j'aimerais adresser des félicitations, et vraiment des félicitations, à toutes les femmes qui, malgré la cherté de la vie, malgré les difficultés, la difficulté ambiante, réussissent ces femmes-là
à nourrir des familles nombreuses avec, je dirais, moins de 2000 francs. Quand on sait ce qui se passe dans les marchés, elles sont très nombreuses, qui jonglent et qui vieillissent à force de réfléchir sur comment faire la popote et qui à la fin réussissent. On voit les enfants à l'école sont là véritablement. Courage, mesdames. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit donc faut être les partenaires de vos maris et non des adversaires. Ne fouillez plus les téléphones, ça les éthique. Voilà. Non, c'est que quand la vie devient compliquée, quand la vie est compliquée, vous vous fiez à l'argent que monsieur a donné pour le marché qui est déjà compliqué et tout. Et vous voulez vous compliquer encore la situation. D'accord. En tout cas, belle ambiance pour ce matin. C'est un plaisir, madame et messieurs, de vous retrouver. Vous le savez, pour interagir à cette émission, allez vous abonner sur la page d'Equinox Télévision parce que là également, ça bouge énormément. Et merci à ceux-là qui, de temps en autre, voilà, nous envoient des messages particuliers et sympathiques. En tout cas, Isabelle Caro, tout à l'heure, vous lira, je l'espère véritablement. L'histoire de ce matin, Géraldine Mafo. Oui, l'histoire de ce matin est celle de Romain, est un homme âgé de 43 ans qui, depuis bientôt 3 ans, vit un véritable enfer entre ce que lui fait vivre son épouse à la maison et les restes des engagements qu'il doit respecter envers son père. Il ne sait plus à quel sens se vouer. D'ailleurs, pourquoi il nous a saisi ce matin? Que se passe-t-il? Romain, en grandissant, a toujours entendu son papa lui dire « Mon fils, quand viendra l'heure de convoler en juste note de choisir une partenaire, viens m'en parler et on verra ensemble ce qu'il faut faire. Ne prends aucune décision sans m'en avoir parlé avant. » Et c'est comme ça que Romain a grandi. Quand il a fini ses études d'ingénierie en génie civil, il est allé vers son père et il a dit « J'ai fini, je suis en train de lancer ma petite boîte, mais je pense que c'est le moment de trouver cette partenaire avec laquelle je vais grandir. » Et donc son père lui a dit « C'est bien que tu sois venu, c'est bien que tu m'aies écouté, parce qu'en effet, ça fait longtemps déjà que j'avais pris un engagement concernant ton mariage avec un de mes amis. Nous avons pensé que nos 2 aînés uniraient leur destinée au travers du mariage. » Ça n'a pas été un très grave problème pour Romain parce qu'il n'avait véritablement entretenu de relations sérieuses avec aucune fille avant. Donc il a simplement accepté le choix de son père, sauf que au bout de 6 années, les 3 dernières années ont été un enfer pour lui. Il a une femme à la maison qui n'écoute rien, qui fait comme elle veut, et quand il se plaint, il lui dit simplement « Nos parents ont pris un engagement, tu n'as qu'à tenir ta part du contrat parce que moi je tiens bien mon côté. » Et quand il essaie de retourner vers son père parce que la situation est devenue infernale à la maison, son père lui dit « Tu n'as rien à faire, supporte-la, on ne peut pas rompre cet engagement. » Il a essayé de parler de polygamie. Son père lui a dit « Ce n'est pas dans le contrat que j'avais signé avec mon ami et il y a une grosse dette que je paye, tu ne dois pas rompre. » Il a essayé de composer en se disant « Oui, peut-être caprice de femme, tout le monde a des problèmes. » Quand c'est devenu pire et que la femme lui était devenue tout autre chose à la maison, il est allé voir son père pour dire « Je vais rompre cette relation. » Son père lui a dit « Sache que si tu romps ce mariage, eh bien ma vie sera terminée. » Et il faut dire que l'ami du papa avec lequel il a eu cet engagement est décédé depuis longtemps. Et donc un contrat, son papa lui a dit qu'un contrat signé avec quelqu'un, un engagement pris avec quelqu'un ne peut être rompu alors que l'autre partie n'est plus là pour qu'on essaie de négocier. Et son père lui a dit « Mon fils, je suis désolé, tu es tenu de rester dans ce mariage ou si tu veux le rompre, sache que tu perdras ton père. » Et son père refuse de lui dire ce qu'il en était réellement. La fille refuse de lui dire si son père lui avait dit de quoi il s'agissait avant. Il est pris entre 2 feux et ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi il nous pose le problème ce matin. Doit-il choisir entre sa vie à lui, son épanouissement et la vie de son père? Que faut-il faire face à ce genre de situation? Merci beaucoup, Géraldine Mafo. Eh ben, je ne sais pas si devant le petit écran ce matin, il y a des Camerounais qui ont chez eux des femmes choisies par leurs parents. Peut-être il y en aura forcément. Et comment ça s'est passé? Est-ce que papa vous a placé un certain nombre de recommandations en vous disant voilà, si tu la quittes demain, allez, sache que vraiment c'est compliqué, et vice versa en même temps? Mais surtout, comment comprendre les choix des parents vis-à-vis des enfants? Comment aussi comprendre le vœu des enfants vis-à-vis à ce qu'on peut appeler l'épanouissement personnel aujourd'hui? On va tenter bien sûr de comprendre cela. Isabelle Carole, bon retour. C'est notre accueil, hein, à notre façon également. Vous comprenez la réaction du papa? On est quand même tenté de se poser la question de savoir mais quel genre de pacte le père a fait avec son ami au point d'imposer à son fils
la fille de son ami. Est-ce que vous comprenez un tel fait? Non, je ne comprends pas et je ne comprendrai peut-être jamais. C'est-à-dire que si on arrive à faire un pacte, on doit être à même de pouvoir assumer cela. C'est-à-dire que le pacte que vous faites avec votre ami, c'est vous que ça doit engager. C'est-à-dire que dites-lui que si au bout de 6 mois, d'un an, vous ne m'avez pas remis, c'est parce qu'il y a en contrepartie, voilà, vous payerez ci, vous payerez ça, et non d'hypothéquer la vie de l'autre. Parce qu'en réalité, vous êtes certes le père d'un enfant, mais ce n'est pas vous qui allez imposer les choses à cet enfant. Parce que là, en réalité, il a fait, ce n'était pas pour le bien de l'enfant, c'était pour son bien personnel. Ça veut donc dire qu'en réalité, c'est lui que ça devrait engager, pas cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant écope, l'enfant subit. C'est-à-dire que un mauvais mariage, c'est pire qu'avoir le sida. Oui, un mauvais ménage, c'est-à-dire que c'est pire qu'avoir une maladie incurable. Parce qu'en réalité, vous ne dormez pas. Quand vous sortez, vous n'avez pas le sourire. Vraiment, vous êtes tout le temps stressé, vous êtes coincé, vous êtes grippé dans votre cerveau et tout. C'est trop compliqué. C'est l'enfer sur terre, un mauvais mariage. Donc, au lieu de vivre ça, d'être embrigadé dans ça, au nom de ce que votre père a signé, je sais quel contrat, moi, je crois qu'à la fin, il dit à son fils, si tu quittes ce mariage, tu me perdras. Mais il faut qu'il retienne que si le pacte continue, c'est lui qui perdra son fils. Et là, on verra vraiment la suite de ce pacte. Parce que l'un des deux finira par mourir. On aboutira à un stade de violence conjugale. On arrivera à un seuil où on ne pourra plus se supporter. On va commencer à se livrer des coups. Et Dieu seul sait les conséquences qui découleront de ces actes. Donc, le père dit, si tu rompes ça, tu me perdras. Mais que ce papa retienne qu'il perdra son fils aussi. Parce qu'on ne peut pas rester dans un ménage, on ne peut pas se regarder dans les yeux, on ne peut rien faire ensemble, on ne s'écoute pas, on ne communique pas. Vraiment, ça crache tout le temps, ça ne va pas marcher. Mais comment peut-on expliquer quand même, du moins les choix des parents, les choix de femmes pour des fils? Moi, je crois que je ne condamne pas cela. Le phénomène n'est pas nouveau. Hein. Le phénomène n'est pas nouveau encore. Et moi, perso, je ne condamne pas. Le papa peut estimer que oui, la fille de telle, voilà, je crois qu'elle a de très bon caractère et tout. Essaye de voir avec elle si ça peut donner quelque chose. Mais là, il n'y a pas un pacte que le parent a fait. Le problème, c'est que c'est le pacte que le papa a fait avec son ami. S'il avait simplement dit à son fils, écoute, je trouve que Pierrette a de bonnes habitudes, la fille de notre voisin, vraiment, il établit le contact. Parce qu'en réalité, il ne vous dit pas aller devant monsieur le maire. Ce qu'il fait, c'est apporter une appréciation et établir le contact. Une fois que le contact est établi, c'est aux deux partenaires d'apprécier le caractère de l'un comme de l'autre. Et de juger, de dire, papa, vraiment, tu nous as mis en contact et tout. On croit que ça a abouti à quelque chose et qu'on pourra aller devant monsieur le maire. Parce que quand le parent finit de mettre en contact, il n'a pas le droit d'apporter la conclusion ou alors d'imposer. Il vous met en contact simplement et c'est à vous de décider si vous allez vous unir ou pas. Vous pouvez vous mettre ensemble et vous rendez compte au bout d'un moment que ça ne passe pas. Et là, on rompt la relation. Simplement, dans le pacte que le papa a fait, on ne sait à quel titre ou alors pour avoir quoi, vraiment qu'il fasse tout pour rompre cela, sinon il perdra les deux aussi. On prend également votre point de vue là-dessus de Nabrice Kamgan. Le père qui impose une femme à sa fille, enfin une femme à son fils, autant pour moi, le fils qui ne se sent plus à l'aise dans le ménage, est-ce qu'à un moment donné, on est d'accord hein, que les parents devraient le faire, est-ce qu'à un moment donné, ça remplit toujours toutes les conditions, toutes les volontés du garçon afin d'avoir une vie équilibrée comme il aurait souhaité soi-même? Soyons d'accord sur un minimum de choses. C'est que les parents sont des conseillers auprès de leurs enfants, mais ils ne seront jamais la conscience de leurs enfants. Oui. Si nous sommes d'accord là-dessus, disons également que deux personnes qui se mettent ensemble, c'est deux vies qui se croisent, qui se rencontrent, et qui seront appelés à passer le reste de leur séjour sur Terre ensemble. Il ne me semble pas que lorsqu'on a fini d'arranger un mariage, pour ce cas, ce n'est pas un mariage arrangé, je ne l'appellerai pas ainsi, c'est un mariage forcé. Imposé. Imposé, c'est-à-dire que on sait qu'à l'époque, on vous disait
il y a telle fille que j'aperçois là qui me semble être de bonne éducation, très respectueuse, posée, de bonne moralité. Je souhaite que vous entriez en contact avec cette fille. Mais ici, c'est clairement un accord mystique passé sur le dos des deux partenaires qui sont appelés à vivre ensemble et qui aujourd'hui sont menacés de mort, entre guillemets, si jamais le mariage volait en éclats. Donc c'est quasiment un mariage forcé déguisé auquel on a affaire. Évidemment que les parents ont un rôle à jouer dans l'encadrement de leurs enfants qui sont en situation de mariage ou de recherche d'un conjoint ou d'une conjointe, mais ayant toujours à l'esprit que après ce sont les deux qui vivent ensemble. Voilà quelqu'un qui a une femme qu'on lui a imposée. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle se comporte au début, mais elle est désormais très têtue, qui ne comprend rien, qui n'écoute pas. Et lui se sent, j'ai failli dire, à bout de cette relation au bout de 3 ou 6 ans. 6 ans. Et qui se sent plus à l'aise. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Après, c'est lui qui vit ce mariage de l'intérieur. Tout autre discours que vous tiendrez, si lui se sent plus à l'aise dans cette relation-là, eh bien, il ne sera pas heureux. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de se faire entendre dans la C'est-à-dire, voir par exemple, je ne sais pas, une personne influente dans la famille, ça veut dire un chef de famille influent, ou même la mère du garçon en question. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe quand même? Parce que si le père le lui dit, si tu la quittes, ma vie est foutue, est-ce que maman ne peut pas avoir une certaine implication? En situation ordinaire, c'est une voie de sortie. C'est-à-dire que toute relation humaine, à un moment ou à un autre, susceptible d'être tendue, les désaccords font partie des relations humaines. Et dans ce cas-ci, en bon africain, sous l'arbre à palabre, on peut régler ça. Entre les deux belles familles, ils peuvent se retrouver pour voir ce qui ne va pas, pour voir si c'est une mésentente ou alors c'est un désaccord profond qui peut faire en sorte que le mariage ne tienne pas sur une certaine période. Mais j'ai le sentiment que tout est faussé ici à la base. C'est-à-dire que le père s'est senti dans l'obligation de faire en sorte que les deux soient ensemble. Je veux dire, les deux parents de deux côtés. Je ne sais pas quel type d'accord mystique il y a eu derrière, mais la base est déjà faussée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis les deux ensemble parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient aller ensemble, mais c'était pour satisfaire un besoin que les deux parents seulement connaissent. À partir de ce moment-là, parce que chaque fois que les parents doivent conseiller, il faut également qu'ils puissent donner les éléments qui permettent de comprendre, les éléments objectifs sur lesquels leur décision est fondée. Mais ici, lui, il est complètement fermé, il n'explique pas parce que c'est des accords ténébreux, entre guillemets. On peut dire secret. Oui, les accords secrets, c'est pour être gentil. Donc, à partir de ce moment-là, même s'il y avait... Ça peut être une amitié, hein. Même ça peut être une amitié, parce que voilà, il y a des gens qui ont la parole, on te dit, bon d'accord, je vais le faire parce que tu es mon ami. Et voilà, quand on le fera, on aura l'impression qu'on a... Non, le déroulé que Géraldine nous a proposé nous permet de voir que c'est au-delà de la simple amitié. Oui. Il y a des choses qui se cachent derrière cet accord. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas le sentiment que même les conciliambules peuvent permettre de rassurer cet homme. Parce que il faut d'abord être en paix soi-même pour offrir la paix à l'autre. Absolument. Si cet homme n'est pas en paix, s'il a le sentiment qu'il est dans un engrenage dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, il ne sera pas serein. Et si tu n'es pas serein, tu seras en train de soupçonner, d'avoir peur de toi-même, peut-être de ta conjointe. Et donc, il est difficile de trouver la paix dans un tel environnement. Très bien. Mbombo Bengan, est-ce qu'il peut y avoir des accords, je vais dire mystiques, entre deux personnes qui obligeraient bien sûr les enfants de ces deux personnes à se mettre ensemble? Si oui, est-ce que c'est pour la continuité des pratiques qu'ils ont convenues ensemble? Est-ce que vous comprenez le fond qui pose le problème aujourd'hui? Des accords entre deux personnes qui obligent les enfants à se mettre ensemble, des enfants qui ne se supportent plus, qui veulent se séparer, mais impossible de le faire parce qu'il y a un droit de veto, celui du père du garçon qui est encore vivant. Quel commentaire faites-vous, Mbombo?
Je comprends tout, y compris les accords mystiques, mais ce que je ne comprends pas, c'est votre indignation et votre lexique et votre vocabulaire à utiliser le mot imposer. D'accord. L'accord mystique peut être un accord d'amitié. Ça, vous l'excluez. Ça On l'a mentionné tout à l'heure. Mais justement, pourquoi on ne peut donc pas imaginer le bonheur d'un des deux? Quand votre papa vous inscrit à l'école à 3 ans, vous avez tenu un conseil de famille quand? Bon, il y en a même qui pleurent quand on les amène à tenir sa croix sur papa ou sur maman. Il dit je ne vais pas ici, on le laisse. Les enfants, il se met à pleurer. Donc papa a tenu un conseil de famille pour dire que toi je t'inscris à l'école à 3 ans. À cet âge, l'enfant n'a pas la possibilité de réfléchir par lui-même, de savoir ce qui est bien ou mauvais. D'accord. À cet âge-là, le papa peut faire ça. Quand vous augmentez un an, papa n'augmente pas d'un an, lui régresse, c'est ça? C'est-à-dire quand vous aurez 40 ans, papa lui va régresser. Non, il faut qu'on soit sérieux. Cher ami, vous parlez d'un couple qui ne s'entend pas. Je pense que vous avez, peut-être, si ce n'était pas votre époque, vous aurez dû danser le rythme de Francis Bébé. Agatha, ne me ment pas. Oui. Pour ceux qui ont fait l'école, il avait écrit aussi un livre, Le fils d'Agatha Moudio. Chers amis, dans ce pays, en Afrique, il y a eu des mariages où le premier enfant était métis. Papa vous dit, c'est ta femme. Vous ne rompez pas, c'est ta femme. Et je ne vais pas citer les noms. Vous revenez voir ces grands-parents aujourd'hui et tout. Vous avez vu qu'ils ont fait des mariages heureux. Malgré le fait que papa nous lui a donné parce qu'il était en études. Il était parti faire les études en France, en Allemagne, je ne sais pas où. Des épouses, papa, une fille, il est allé là, papa. Un blanc monte sur lui. Premier enfant, c'est métis. Il veut divorcer parce que vous vous dites, oui, si ça ne tient plus, si ça ne tient pas. Papa dit, tu ne divorces pas. C'est ma belle-fille. Et ils sont devenus heureux. Il y a ce que vous appelez pactes. Il y a des conventions où une famille s'est installée quelque part, a été accueillie par une autre famille. Il y a, nous qui sommes dans les cercles initiatiques, nous avons des approches. J'ai dit par exemple, Ngachou, mon fils va épouser ta première fille. Alors que peut-être tu n'es même pas encore marié. J'ai dit, ton premier enfant sera une fille et ce sera ma belle-fille. Mon fils va l'épouser. Qu'est-ce qui, à votre avis, a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est la mondialisation dans laquelle nous nous trouvons qui est venue justement écarter cette norme? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Ça existait bien avant et on ne trouvait pas de problème à cela. Aujourd'hui, c'est qu'on attend que le cas batte quand même un peu mon Dengan. On a vu la Ce qui a changé, c'est ce que vous appelez dans votre français académique l'imaginaire collectif. Nous n'avons pas d'imaginaire collectif. Ou en d'autres termes, ce que Dominique a dit, Géraldine a dit dans un article, et ma fille Isabelle Carole est revenue dessus. On le dit en ce terme. Quel est le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux, en harmonie et dans le bien-être? Justement, c'est un construit. Si chacun dans la famille a son propre construit, comment allez-vous développer l'imaginaire collectif de la famille? Ce ne sera pas possible. Moi, j'ai ce problème. Je dis, quand je vais tenir un conseil de famille, j'ai des frères qui sont musulmans, d'autres sont catholiques, d'autres sont chrétiens protestants. Non, je suis obligé de m'arrimer au calendrier des églises abrahamiques pour tenir mon conseil de famille. Et si je ne le fais pas, on va dire, ah oui, tu n'étais pas bon, tu es dictateur, tu es ceci. Voilà. Quel est donc l'imaginaire collectif de la famille? Pourquoi chacun veut ressortir, j'allais dire, son individualité pour imposer à la famille? Non, il y a un chef de famille qui met un imaginaire collectif pour la famille. Le problème ici, je pense que cet enfant
là où papa a fauté un peu, c'est que lorsque l'enfant a atteint 11, 12 ans, papa ne lui a pas peut-être appris un certain nombre de choses. Il lui disait seulement, écoute-moi, je vais te dire. C'est à ce moment qu'il lui dit, tu sais mon fils, telle famille, nous avons tel engagement. Je pourrais ne pas être là demain. Le terrain que nous avons ici, c'est leur grand-père qui avait. Ou alors, ta maman, comme tu vois, c'était ci, c'était ça. C'était à l'âge là, parce que l'enfant va entrer dans l'adolescence, il va découvrir des choses, il faudrait donc qu'on lui inculque certaines orientations qui ont fondé la famille, qui ont donné les racines à la famille. Et peut-être là où papa a fauté un peu. Merci. Mais il ne s'agit pas d'imposer, il n'a pas imposé, il lui donne les orientations. Mais s'il veut, il laisse, il verra. Il va se marier 1 million de fois. Après, et en plus, il sera accusé d'avoir assassiné son père. Comment il pourra donc se départir de cela? C'est justement ça le fond, parce que si tu quittes la femme, papa s'en ira. Et on sait justement chez nous Bantous par ailleurs, comment la question des coutumes reste une question importante. Dans le nom des coutumes, vous allez mourir. Non, ici il y a je prends ce pan. Au nom des coutumes, vous allez perdre la vie. Je prends ce pan pour qu'on se comprenne. Parce que si papa décède avec une colère, et qu'on me dise plus tard que votre papa est mort avec une colère, il faut trouver justement l'occasion d'aller réparer ça au fur et à mesure. Vous n'aviez pas respecté une volonté parentale, on sait tout ce que ça peut entraîner. J'aurais dit, Mafo, je prends votre avis. Au nom des coutumes, nous sommes en train de célébrer la fête de mouton. La fête du Ramadan. Du Ramadan. Oui. Du Ramadan, c'est pas le coutume ça. Au nom des coutumes, on a célébré la Pâque. On va célébrer Noël, c'est pas de coutume. Voilà. Au nom de coutume, tel va s'appeler El Hadj parce qu'il est allé à la Mecque. Mais au nom des coutumes, on ne perd pas la vie. Ah voilà. Si, on a perdu la vie à la Mecque. Hein. Les gens ont perdu la vie plusieurs fois là-bas. Donc, d'accord. Il y a eu. Prenons l'avis justement de Géraldine Mafo sur la question. J'insiste encore sur la logique des coutumes, ce qui peut advenir par la suite. Que doit-il faire? Désobéir ou rester dans son mariage? Il est impossible de répondre à la question de cette façon-là. Il faut pencher dans l'analyse pour comprendre. Et je voudrais commencer par prendre un pan assez simple de psychologie. On a affaire là à un papa qui est égocentrique, extrêmement égocentrique, qui dans toutes ses négociations n'a pensé qu'à lui. À aucun moment, il n'a pensé à son enfant. Et les deux papas, je pense d'ailleurs, à aucun moment, ces deux parents n'ont pensé à leurs enfants. Maintenant, pour revenir sur la mystique africaine, oui, on a des valeurs, on est africain. Et on sait très bien qu'en tant qu'Africains, on a chez nous-mêmes, ici au Cameroun et dans nos différents villages, des parents qui accouchent 6 enfants et savent d'office que sur les 6 là, on va donner 2. Et avec les 4 autres, on va rester. Et puis, la famille sera équilibrée sur le plan financier. Donc, on a 2 moutons à sacrifier dans les cercles bizarres pour réussir. C'est la sorcellerie. Et j'ai envie de dire qu'il y a dans le sillage de la sorcellerie des parents qui vont tuer de façon mystique leurs enfants. C'est-à-dire que vous allez rester là, votre fils aîné, parce qu'on sait que quand on donne le fils aîné, c'est beaucoup d'argent. Et donc, vous allez rester tomber malade et puis mourir. Le papa va être atterré le temps d'un moment. Ensuite, ses affaires vont prospérer parce qu'il a tué ce qui avait de la valeur. Parce que les aînés ont de la valeur devant Dieu, comme dans les cercles bizarres là. Maintenant, ce papa, lui, n'a pas tué son fils de cette manière. Mais il l'a tué par un engagement dont il refuse d'ailleurs de parler. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qu'il ne peut pas dire parce que en le disant, il sera en train de dire à son enfant, je t'avais vendu. Parce que c'est ça, mais il a embrigadé où les deux... C'est l'analyse que vous faites. C'est mon analyse, c'est personnel, chacun y va comme il entend. Moi j'ai le sentiment que les deux parents sont entrés ensemble dans quelque chose de pas clair et ils se sont dit, bon, comme on demande nos 2 aînés là, faisons un truc simple pour que nos familles ne nous soupçonnent pas. Au moins pour atténuer ça, peut-être que ta première fille, mon premier fils, il y a eu peut-être quelque chose de ce genre. Et donc, ce fils se retrouve dans un pacte à payer pour ce qu'il n'a pas fait. Peut-être que l'argent de ses études d'ingénierie, c'est avec l'argent perçu dans le cercle noir qu'on a financé ses études. Et donc, il était tenu de participer en épousant cette fille-là. Mais j'aimerais également qu'on aille voir au-delà. On a toujours le sentiment que la fille en demande. Je reste justement dans votre première analyse. Oui. Et ça dit que la fille... porte en elle des gemmes de quelque chose qu'il faut rendre pérenne.
avec le garçon. La fille porte en elle des choses que le garçon et elle... Pas seulement, les deux peuvent avoir quelque chose. Parce que je dis encore, on ne sait pas quel est le pacte sur lequel ce mariage repose. Pour qu'aujourd'hui le père dise au fils, si tu veux divorcer, sache que c'est de ma vie qu'il est question. Et je disais dans la suite de mon analyse que quand on parle de mariage, on voit toujours que c'est le fils qui va choisir, que la fille a d'office dit oui. Qui vous a dit que cette fille est d'accord avec cette chose? Peut-être même que son caractère, tout ce qu'elle manifeste là, elle en a marre de quelque chose qu'on lui a également imposé. Elle ne voulait pas. Qui vous dit qu'elle n'avait pas ses projets? Et qu'elle aussi, elle a été embrigadée dans ce que son père a fait. Et qu'on lui a dit que si tu ne pars pas, je suis aussi mort. Parce qu'on se place toujours dans la posture, c'est la femme qui en demande de mariage et dont le fils choisit, elle est privilégiée. Qui a dit ça? Donc, simplement, ce qui se dégage de cette histoire, c'est qu'on est en plein dans la mystique africaine avec tout ce qu'on connaît. Et des parents qui, au lieu de tuer, comme on voit certains qui tuent leurs enfants, ont simplement tué ces enfants en les mettant dans quelque chose qui va les grignoter à petit feu. Parce que ni l'homme ne sera jamais heureux, ni cette femme ne sera jamais heureuse. La conclusion, ça veut dire quoi? Qu'ils se séparent, qu'ils brisent le signe indien, vous savez, on peut dire brutalement, que quand on a mis au monde des enfants, on souhaite partir avant eux. Ouais. Parce qu'aucun parent ne supporte, dit-on, enterrer son enfant. Du tout. Donc, dans une logique simple, le père, de toutes les façons, va mourir avant cet enfant. De quoi a-t-il peur? Donc, l'enfant pour la vie de son enfant, il ne peut pas simplement dire de toutes les façons, j'ai son vécu. Père comme ça en disant, papa, qu'importe ce que tu dis. Non, je dis le papa lui-même, aujourd'hui, là, devrait être dans la posture de se dire, j'ai fait ma vie, j'ai mis des enfants au monde. Aujourd'hui, ces enfants sont en train de faire des enfants. Qu'est-ce que je perdrais à rompre ce pacte et à dormir auprès de mes pères? Si ce n'est pas un papa égocentrique qui peut dire ça et mourir tranquillement, laisser son enfant vivre. Mais quand jusque-là, après avoir mis des enfants dans cette situation, il est encore accroché à la vie en disant mon fils supporte, meurt à petit feu, mais on comprend très bien qu'il y a un véritable problème, c'est un égocentrique, je le disais tout à l'heure. Donc maintenant, est-ce qu'on va dire à Romain simplement va dire à ton père que je m'en fous et tout? Non. Il faut qu'il aille rencontrer son père, qu'il lui dise papa, je veux savoir quelle est la dette que je suis en train de payer. Et que tu me dis, regarde clairement et que tu me dises que oui, tu payeras cette dette jusqu'à ta mort. Parce qu'il faut qu'il exprime réellement la mort qu'il éprouve quotidiennement. Et d'ailleurs, il faut qu'il aille plus loin, qu'il parle avec son épouse. Parce que l'attitude des maris, parfois, fait que la femme ne s'exprime pas. Peut-être cette fille a même d'autres choses à dire, mais ne voit pas chez lui l'attitude qui permettrait qu'elle s'ouvre un peu plus. Elle manifeste juste quelque chose, il conclut, et oui, il veut se séparer. Qu'il appelle son épouse et dit, tu sais quoi, toi et moi, on s'est retrouvés dans ça. Laissons les batailles. Parlons. Tu penses qu'on va faire comment? Je pense que des deux va venir le début. C'est un secret qui ne doit pas s'ébruiter. Bon, maintenant qui s'arrange, on est dans quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir. Parce que nos parents ont fait. Cherchons le meilleur moyen de vivre ça. Et éviter d'aller voir, de crier sur les toits et tout ça. Vous faites bien, mesdames, vous faites bien, messieurs, de nous rester présents, mais surtout fidèles. Mais on souhaite vraiment avoir votre commentaire. Votre commentaire à cette histoire. Le numéro à l'instant s'affiche bas à l'écran. Écrivez-nous là-bas et on vous lira. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la mauvaise gestion de l'état civil au Cameroun. À l'occasion d'un forum récent sur le management de l'état civil dans notre pays, le ministère de la décentralisation et du développement local a indiqué que 4 millions de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance. Oui, 4 millions de Camerounais. Ce constat grave est en effet un rappel. Car, et un rappel qui, dans un pays sérieux, aurait pu donner lieu, si ce n'est à un conseil de ministres, tout au moins à une réunion d'urgence. Un Camerounais sans acte de naissance ne peut valablement dire qu'il est Camerounais. L'acte de naissance est en effet la première preuve et la plus visible permettant d'établir l'existence juridique d'une personne. 4 millions de Camerounais sans acte de naissance, ce sont 4 millions de personnes privées de droits, des droits les plus élémentaires, comme le droit à l'identité, c'est-à-dire celui, par exemple, d'avoir un nom,
le droit à l'affiliation, la participation à la gestion des affaires publiques ou encore l'accès à certains services sociaux de base. Mais en fait, la question fondamentale qu'on pourrait se poser, c'est de savoir comment des parents en arrivent à ne pas avoir le premier document qui justifie l'existence de leur enfant. On aurait pu répondre par des facteurs socio-culturels comme l'analphabétisme, l'ignorance, qui ont fait leur sale besogne. Mais ce serait une grosse erreur, un grossier raccourci, car d'après les données officielles, les régions comme le littoral, le centre ou encore l'ouest, réputées pour avoir des taux de scolarisation au-dessus de la moyenne, ont près d'1 million de personnes sans acte de naissance. La conclusion est donc simple. Le problème est aussi ailleurs. Dans certains arrondissements, y compris dans les régions du centre, du littoral ou de l'ouest, on peut facilement parcourir 2 à 4 kilomètres sans voir le moindre centre d'état civil. Dans des régions vastes comme l'extrême nord ou encore la région de l'est, il faut parfois compter 1 ou plusieurs dizaines de kilomètres pour apercevoir ces structures dédiées à l'établissement des actes d'état civil. Toute chose qui décourage les populations dont la plupart, dans bon nombre de ces cas, des zones reculées, vivent essentiellement des travaux champêtres. Dans un tel contexte, entre payer 1000 francs CFA et plus pour aller chercher un document administratif à plusieurs kilomètres et prendre une machette pour la plantation, le choix est très rapidement fait. Ce facteur, ajouté à la négligence de certains parents, pas au fait de l'importance d'un document comme l'acte d'état civil, a vite fait d'approfondir ce mal. Autre élément, la vétusté du système de gestion de l'état civil au Cameroun. Si des efforts ont été faits dans ce sens, il faut bien noter que dans la plupart des centres d'état civil, les documents sont mal classés, gérés de façon manuelle et souvent mal conservés. Dans une telle situation, il arrive que retrouver la souche d'un acte de naissance soit la tâche la plus difficile au monde. Troisième élément, et pas des moindres, la corruption. D'après la loi, tous les actes d'état civil, actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, sont gratuitement établis au Cameroun. Mais dans la réalité, certains centres d'état civil demandent parfois jusqu'à 5 000 francs CFA aux parents souhaitant faire enregistrer la venue au monde de leurs enfants. Que dit alors du jugement supplétif? Le coût de ce jugement qui est rendu par les tribunaux de première instance, lorsque le délai de 90 jours pour se faire établir un acte de naissance est forclos, est un véritable serpent de mer. Selon qu'on est au nord, au sud ou à l'est, chaque tribunal de première instance vous donnera son montant à lui. Le montant fixé par la loi est pourtant de 2500 francs CFA, pas plus. La conséquence de toutes ces dérives et de tous ces obstacles, ce sont des compatriotes qu'on ne peut identifier, qu'on ne prend pas en compte dans les politiques publiques de développement. C'est en somme un pays qui dit chercher le développement sans savoir pour combien de personnes il cherche ce développement. Un peu comme un parent qui fait la cuisine sans savoir combien de personnes sont concernées par le repas. Quelle absurdité. À demain. À demain, Dona Brice-Kemgan, pour une autre colère exprimée, bien sûr, ce matin. Eh bien, là, c'est très important qu'on en parle, tout en espérant que le peuple camerounais nous entende. C'est très important. On parle bien sûr de la question des défaillances dans les enregistrements des actes d'état civil au Cameroun. Ben, on voudrait saluer ce matin ceux qui nous regardent dans l'extrême nord du Cameroun. Ils sont très nombreux là-bas à nous regarder. Et ils sont d'ailleurs très nombreux, puisqu'on l'a mentionné, à ne pas avoir de carte d'identité. Pas seulement à l'extrême nord. Vous avez également évoqué le cas de l'est du Cameroun. Au centre même ici dans le littoral, dira-t-on, le Cameroun globalement connaît ce problème. Et vous avez très bien fait de toucher, bien évidemment, la question des politiques publiques de développement. Mais je voudrais me retourner d'abord avec vous, Mbon Bengan Kandji. Est-ce qu'aujourd'hui, la question justement de la défaillance des enregistrements des actes d'état civil au Cameroun ne prouve pas à suffisance la volonté du gouvernement camerounais à ne pas mettre en place
une carte démographique bien connue afin justement d'impulser, comme a si bien mentionné Kamgang, les politiques de développement global. Oui, si tel est que le gouvernement a déjà voulu implémenter une politique de développement. Non, le problème, c'est qu'on a envoyé les citoyens à la débrouillardise. On vous dit débrouillez-vous, c'est simplement. Sinon, on ne comprend pas très bien comment on peut orienter l'expression de l'État du Cameroun depuis des années qui dit rapprocher l'administration des administrés. Rapprocher l'administration des administrés, ça a commencé d'abord par le ministère en charge de l'administration territoriale. Et justement, c'est ce ministère-là qui a la charge de l'établissement des cartes d'identité. Donc, des cartes, des actes de naissance. Non. Il n'y a pas de naissance, c'est bon, Benga. Oui, acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. Tout à fait. Voilà. C'est ce ministère qui est, j'allais dire, le département ministériel le plus déconcentré. Ça commence des chefs de bloc, pas des chefs de bloc, chefs de quartier, chefs de village, ainsi de suite, chefferie, 3e degré, 2e, ainsi de suite, jusqu'au ministre, premier ministre. Comment un ministère aussi déconcentré n'arrive pas à s'approcher des administrés, c'est-à-dire à créer des centres spéciaux d'état civil, c'est comme ça qu'on les appelle, premièrement. Deuxièmement, ça vient, j'allais dire, vous dites que vous êtes des évolués. Comment vous pouvez accoucher des enfants et ignorer ou alors refuser ou alors de ne pas s'investir à l'heure établie les actes de naissance? Ce n'est pas possible. Vous avez entendu Kankan dire que moi je suis né à la deuxième récolte des arachides avant l'arrivée des Allemands. C'est pour vous dire que même nos aïeux, quand un enfant naissait, il y avait des signes. D'abord, aujourd'hui on a la nouvelle lune. Si les enfants naissent pendant la nouvelle lune, de telle période, on met des signes. Ce qui fait qu'on saura que cet enfant a 18 ans. Alors que nous, on n'avait pas de carte. La proximité de ce centre d'état civil aux populations. Est-ce qu'à un moment donné, vous parlez de... rapprocher l'administration des administrés. Rapprocher l'administration des administrés. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des localités au Cameroun qui n'ont même pas un seul centre, est-ce que justement la faute revient sur le monde citoyen? Non. De première, j'ai dit c'est le gouvernement. Surtout ce ministère-là. Or, ce ministère peut passer par les chefs de bloc, les chefs de quartier, pour avoir les renseignements, pour savoir si Mbombok pour ces ambassadeurs, si Mbombok tient des réunions politiques, si Mbombok... Hein, c'est ça, il passe par les chefs de bloc, les chefs de quartier. Quelquefois même, ce sont ces chefs de bloc et ces chefs de quartier qui servaient de bureau des élections. On vous dit, voilà, centre de vote de telle chefferie. Pourquoi on ne peut donc pas, lorsqu'il y a un hôpital à côté, un centre hospitalier, on les appelait dispensaires, aujourd'hui vous les appelez centres de santé intégrés, plus les autres centres privés, on dit à ceux qui les dirigent que non, orienter toutes les femmes qui accouchent vers tel. En réalité, c'est comme ça que ça se faisait à notre époque, c'est-à-dire que l'enfant naît, mais avant la femme fait l'observation quelques jours à la maternité, c'était 5 à 10 jours. Si la naissance, c'était bien passé, l'accouchement de la femme s'est passé 100 heures, on vous orientait d'abord comment on appelle ça, les éléments des fils de l'hôpital, un naissance de l'hôpital est renvoyé directement au centre d'état civil le plus proche. Si vous avez, par exemple, nous qui étions à Sakbaïm, qui était un très grand hôpital, ceux qui venaient de la ville pour accoucher, là-bas, on s'est renseigné. On sait que non, il est fonctionnaire à Douala, sa femme est seulement venue accoucher. On reste avec le type de naissance de l'enfant, on te conseille d'aller t'approcher et tout. Mais ceux qui restent là, au village, du moment, on les orientait. On vous disait, allez au centre d'état civil là-bas et tout ça, pour les formalités de nom et de tout. C'est pas donc, loin. Vous qui êtes donc des évolués aujourd'hui, vous avez oublié, comme l'a dit Donald Brice Kamga, l'élément fondamental de l'enfant que vous êtes en train de choyer. Très bien. Mais il y a ici quand même une relation entre les administrés et l'administration. Sur une question simple d'ailleurs, M. Kamga l'a mentionné dans sa colère, ce sont les coûts pratiqués
dans ces centres d'état civil. C'est-à-dire, à la base au Cameroun, un acte d'état civil est fait gratuitement. Il y a des localités, j'insiste encore, à l'extrême nord du Cameroun, qui peinent à avoir de l'eau, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien pour ces populations. Comment ramener justement les administrés, bien même qui n'ont pas de moyens, à aller vers l'administration, se faire établir une carte d'identité, un acte de naissance, et le faire gratuitement? Vous croyez que c'est possible au Cameroun? Tout est possible quand on y met de la volonté. Si le gouvernement camerounais pense que l'établissement d'un acte de naissance, et donc qui est le premier document qui atteste de l'existence de quelqu'un, si le gouvernement camerounais pense que oui, c'est une priorité, eh bien, rien ne peut empêcher que cela se fasse gratuitement. Mais maintenant, même quand on a donné un coût minimal, est-ce que ce coût est respecté? Non. Même quand on ne vous donne pas l'impression que, quand on vous donne même l'impression que c'est gratuit, on se comporte de telle sorte que vous sentez que vous avez besoin d'accompagner les documents que vous venez de déposer avec quelque chose pour que ça bouge dans les mairies. Je le dis pour l'avoir fait récemment. Je vous dis que il faut faire comme on fait. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, il y a d'abord ce premier frein-là. Et donc, tout parent qui, dans une zone rurale, par exemple, viendra mettre un enfant au monde, serait parti de l'hôpital sans qu'on lui démontre que, justement, après, par rapport au carnet ou bien la déclaration faite dans le carnet de l'enfant, parce qu'il y a aussi ça, parfois, l'ignorance. Est-ce que quand un parent, une maman vient de donner naissance à un enfant, est-ce qu'au niveau de l'hôpital, on lui a déjà dit que ce qu'on vient de te dire est né ce jour à 10h là, ça te permet d'aller à la mairie, justement, ou bien dans le centre d'état civil, dresser l'acte de naissance de l'enfant? Est-ce qu'on lui dit ça? Non, ça veut dire qu'il y a d'abord même une ignorance sur le cadre législatif même au niveau de l'hôpital. Donc il faudrait commencer parfois par là. Maintenant, pour le problème de gratuité ou pas, c'est un système de volonté. Parce que si on avait véritablement la volonté de faciliter l'acquisition d'un acte de naissance pour tous les enfants qui sont en manque, on parle de plus de 66,1% d'enfants qui seraient dans la... comment on va appeler ça? Dans... le maquis. Pas identifié, oui. Pas identifié du tout. Le taux est quand même énorme, même si on sait qu'on a eu moi j'ai lu à lire sur la page du Cameroun Tribune, le directeur du Bureau national de l'état civil qui disait que le taux d'enregistrement est satisfaisant au Cameroun, ce qui relevait carrément je veux dire que ça ne correspond pas à la réalité sur le terrain. On sait très bien que dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa et bien dans plusieurs zones rurales, il y a tellement d'enfants qui vivent sans ce document et dont l'incidence sur la première chose, la vie scolaire de l'enfant, est criarde, parce qu'il faut dire que dès qu'un enfant n'a pas d'acte de naissance, il n'ira pas à l'école. Et si un enfant ne va pas à l'école, ça veut dire qu'il y a une destinée qui est compromise, parce qu'il va se retrouver à faire simplement ce qu'il est possible de faire. Donc soit il va être berger, comme son père est dans le cas dans l'extrême nord, soit il sera commerçant, si c'est le commerce qui est à portée de main, et puis demain même son commerce va connaître des problèmes, parce que même quand vous évoluez dans le commerce à un niveau, on a besoin de votre carte nationale d'identité, et sans acte de naissance, la carte pas de besoin. contribuable, Voilà, la et tout ça. Donc c'est plein de destinées qui sont fauchées sur la base de rien, une chose qui est facile. Aujourd'hui on parle de... Mais en vous entendant parler, justement, s'il y avait une résolution rapide, là, au monoparlons, c'est vrai, vous avez parlé d'un bureau national qui a pour vocation d'établir ces cartes d'identité à tout enfant du Cameroun, qui doit veiller justement, qui doit veiller à ce que tout le monde puisse avoir une carte d'identité, enfin, un acte de naissance à la base. Ne pas en faire une priorité, c'est également entraîne des conséquences quand même graves aussi. Mais d'énormes conséquences, c'est ce qu'on était en train de citer tantôt. Je dis que c'est un problème de conscience et de volonté. Parce que on est dans un système où, quand ça ne me touche pas, je ne me gêne pas. Mon enfant a-t-il un acte de naissance? Oui. Pourquoi je vais me déranger si les autres n'en ont pas? Est-ce que, si je peux bien savoir que pour que mon enfant passe un examen, pour que mon enfant fasse ci ou ça, il aura besoin d'une carte nationale, et la base de la carte nationale, c'est l'acte de naissance. Si j'en ai pleinement conscience, comment est-ce que je ne me mets pas en mouvement pour que tous les autres l'aient? C'est un problème de volonté. Isabelle Caron-Zoupet, on parlait bien sûr des conséquences tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas de nature justement à faire de chaque Camerounais ne disposant pas d'un acte de naissance, ce qu'on peut appeler entre guillemets un paria, peut-être le mot est trop fort, un exclu, quelqu'un qui ne peut pas être comptabilisé comme citoyen, quoi qu'il soit dans un pays,
Quelles sont justement, à votre avis, les conséquences que cela entraîne aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, d'acte de mariage et même les actes de décès? Les conséquences sont connues et les responsabilités ici sont partagées. Déjà au niveau des parents, ça il faut déjà pouvoir le dire. Il y en a qui font des actes de naissance qui les laissent dans des mairies, qui ne vont pas récupérer l'acte de naissance pour une raison ou pour une autre, ou alors parce que ces personnes ne savent pas l'importance d'avoir un acte de naissance, les laissent dans ces mairies-là. Il y en a qui ne vont pas parce que se disent que voilà, est-ce que c'est important de le faire? Non, je vais le faire le mois prochain, je vais le faire le mois d'après. Il y a des parents aussi qui se retrouvent dans les situations où on est tellement en train d'hésiter sur le nom à donner à l'enfant, entre la mère qui veut qu'on mette l'enfant sur son oncle et le mari qui veut qu'on honore sa mère. On se retrouve, oui. Ça, c'est une réalité. Non, c'est une réalité, Michel qu'on n'a pas vu, hein? Non, c'est une réalité. Entre délais. le père qui dit non, il portera l'enfant de ma mère, et la mère qui dit non, les deux enfants portent ton nom, le troisième portera le nom de ma famille. On se retrouve à faire 1 an à régler un conflit de famille. Et quand on réussit au bout de 2 ans à se décider, parce que la 3e année pointe à l'horizon, il faut que l'enfant aille à l'école, ça devient encore tout un calvaire pour rétablir l'acte de naissance à l'enfant. Les parents sont pour beaucoup quand on parle d'établissement de l'acte de naissance. Donc et il y a d'abord une responsabilité parentale. Parentale qu'il faut vraiment relever. Généralement, prenez le temps pendant la grossesse de pouvoir vous accorder sur le nom de l'enfant. Parce que j'ai tellement vu des familles où l'enfant se retrouve, on l'appelle bébé, on appelle l'enfant bébé pendant 6 mois, 7 mois. Parce qu'on n'arrive pas à se retrouver sur un nom qu'on va donner à l'enfant. Donc, c'est pas pourquoi ça vous fait marrer, mais malheureusement, ce sont des réalités. Et fin de compte, on dira non, vraiment, la société n'a pas permis que l'enfant ait l'acte de naissance. C'est vous qui n'avez pas respecté les choses. Puisque quand l'enfant naît, il y a un délai pour la déclaration de naissance. Et là, il faut qu'il y ait le nom de l'enfant qui soit dessus. Absolument. Et le nom de l'enfant, vraiment, ce sont les parents qui décident de cela. Entre tel qui veut faire ci et l'autre, là, on s'en mêle. L'extrême nord, aujourd'hui, encore le septentrion s'arrache la part belle quand on parle de ces actes de naissance-là, malheureusement. Et ça aussi, on arrive à ce stade parce que dans les établissements scolaires, on accepte. Il ne faut déjà pas accepter qu'un enfant vienne s'inscrire quand il n'a pas d'acte de naissance. Vous l'inscrivez sur quelle base? On se retrouve au coût moyen avec 1000 élèves qui n'ont pas d'acte de naissance. Et ça devient compliqué à gérer. Par conséquent, les enfants se retrouvent en train d'abandonner l'école parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre part à l'examen, ils n'ont pas d'acte de naissance. Ça ne sert à rien de forcer. On allait à la mairie 1-2 fois, on a tenté de pouvoir exécuter une procédure qui n'a pas marché. On s'essouffle à la fin, on abandonne l'école, on a vite fait de se lancer dans le petit commerce et on sait très bien qu'en réalité, même si on n'a pas d'acte de naissance, qui veut dire qu'on n'a pas d'acte de carte nationale d'identité, on peut se mouvoir comme on veut parce qu'on va vous dire au Cameroun, tout est possible. Si vous pouvez quitter Douala pour Yaoundé sans qu'on ne vous interpelle en route, ça veut donc dire que même dans l'extrême nord, vous pouvez également arriver sans qu'on ne vous interpelle. Par conséquent, l'acte de naissance n'est pas important, la carte d'identité n'est pas demandée là où il faut et comme il faut. Alors, on sait que le BUNEC a pour mission, parce qu'il faut l'appeler le BUNEC, qui est d'ailleurs cet organe qui a pour mission d'assurer la supervision, le contrôle, la régulation et l'évaluation du système national d'état civil, a à sa charge un certain nombre d'éléments qu'on peut noter, entre autres la collecte et l'archivage et la centralisation des données de documents relatifs à l'état civil en vue de la constitution d'un fichier national de l'état civil. Pour ne prendre que cela, ça veut dire que le BUNEC a des défaillances aujourd'hui? Oui, absolument. Le BUNEC ne veut pas travailler. Ils se sont fonctionnalisés. C'est-à-dire qu'ils attendent les choses sur place. Voilà. Nous vivons ensemble au quartier, au village. Donc ils savent que a relevé Isabelle Carole, que quelquefois il y a un conflit dans l'attribution de noms. D'autres fois, il y en a, comme disait, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne s'intéressent pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans les mêmes villages, ils sont dans les mêmes villages, ils ont un quartier, ils doivent se déployer, à savoir que, mais il n'y a pas un centre d'état civil proche de tel centre de santé. C'est eux qui devraient avoir une carte de santé, comment ils appellent ça? Oui, une carte sanitaire, à savoir qu'il y a un centre de santé intégré ici, il y a un dispensaire catholique là-bas, il y a un dispensaire protestant et tout. Donc ils doivent avoir cela. Et à côté? Voilà, même les femmes qui arrivent d'accoucher dans le taxi ou à la maison, ils vont dans un centre de santé pour
le suivi de la maman. Voilà. Bon, bien. À côté, il y a le manque de diligence, hein, Michel, qu'il faut aussi souligner dans les mairies, parce que les maires se sont accaparés de l'exclusivité de signature des actes de naissance. Pourtant, on est dans un système dit de décentralisation, parce que tout part, tout doit se retrouver. Donc, ce manque de diligence fait aussi que parfois les parents se découragent. Il y a des enfants on a même peut-être établi leur acte de naissance, ils ne sont pas venus chercher, parce qu'on a tellement dit, venez demain, venez après-demain, venez ceci. Il y a ce manque de diligence qui fauche également. Oui. Vous faites bien de rester sur notre antenne, madame, monsieur, on marque une pause. C'est très important. Et on se reparle.